Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de Kubernetes toujours et on va parler sizing des nodes. Suite à une discussion que j'ai eue avec un ami qui est aussi très expérimenté sur Kubernetes et on discutait c'était quoi le bon sizing? Est-ce qu'il fallait avoir des grosses machines en fait pour faire tourner ce workload ou mieux valait avoir plusieurs petites machines? Donc en gros la question c'était de poser savoir est-ce que mieux vaut centraliser ou bien décentraliser? Mieux vaut avoir une machine de 128 Go de mémoire plutôt que, je sais pas, 64 machines de 2 Go de mémoire. Voilà. Donc c'est une question qui revient souvent et suite à cette discussion que j'ai eue avec mon ami là sur Kubernetes, on n'était pas forcément d'accord et je me suis dit ah ça c'est un sujet intéressant que je peux creuser dans une vidéo et je pense que ça peut intéresser les personnes qui suivent ma chaîne. Donc dans cette vidéo là, sans vous livrer toujours la formule magique, je vais vous donner juste mon avis. On va discuter du sizing de vos machines, donc Kubernetes. Donc comme vous savez, Kubernetes, il y a le control plane et ensuite il discute avec plusieurs machines via Kubelet qui est installé sur ces nodes-là. Et dans un cluster Kubernetes, comme son nom le dit, c'est un cluster, il y a souvent au minimum toujours deux machines, au moins au minimum le control plane et ensuite votre agent, votre node. Vous pourrez avoir plusieurs. Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir une grosse machine ou avoir plusieurs machines de taille intermédiaire? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et inconvénients de chacun. Et maintenant, libre à vous, selon le contexte, selon les besoins que vous allez avoir de vos applications, de pouvoir prendre les décisions que vous aurez à faire. Donc il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est juste de pouvoir dire de manière factuelle quels sont les avantages de l'un et de l'autre, en fait. Et pour que ce soit une sorte d'outil à la prise de décision. Donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Avant d'aller dans le vif du sujet, c'est toujours bien de rappeler ce que c'est qu'un node en fait. Donc ça, j'ai retrouvé mon vieux schéma que j'avais fait tout au début de la chaîne sur Kubernetes. Donc, petit rappel, donc Kubernetes, c'est quoi? Le cluster Kubernetes, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez votre control plane qui est là, qui contient kubeAPI, le controller manager, le scheduler et etcd. Donc etcd, c'est la base de données. Le scheduler, en fait, c'est un peu l'ordonnanceur de Kubernetes qui définit où est-ce que les pods se mettent. Là, vous avez le control plane qui est en fait le cœur, c'est lui qui donne les ordres à chacun d'eux. Et vous avez le kubeAPI qui est en fait la couche proxy avec laquelle on discute pour pouvoir donner des ordres à Kubernetes. Par exemple, quand vous faites un kubectl, getPod, deletPod, ces choses-là, vous discutez en fait avec le kubeAPI. Donc kubectl. Et côté node, il est constitué de ça. Donc les nodes, en fait, c'est une machine, en fait. C'est des machines, c'est des VM, en fait, des nodes ou des machines physiques, selon que vous avez dans le prem ou bien sûr dans le cloud. Et ils ont deux agents qui sont souvent installés. Donc il y a le kubelet qui est l'agent qui va permettre au node de pouvoir d'être synchronisé avec le control plane. Donc c'est les ordres en fait du coup le control plane va donner au node passe par le kubelet. Donc c'est vraiment l'agent qui est installé sur les nodes. Et ensuite vous avez le kubeproxy qui gère toute la partie réseau avec notamment tous les rules de firewall, des IP tables, etc. Et enfin maintenant vous avez containerd, le runtime. Donc le runtime, je dis containerd, c'est le container runtime. Ça peut être containerd, ça peut être Docker, sur lequel tournent vos pods. Voilà. Donc, nous, on va parler de ce petit sujet aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une grosse machine comme ça, comme Node, ou bien est-ce qu'il vaut mieux avoir ça? Donc, voilà. Donc c'est la question que moi, je vais essayer de répondre aujourd'hui, sachant que, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend vraiment de l'usage que vous en ferez, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, donc, on va se connecter sur le terminal. Donc je vais me connecter sur un cluster de production que j'ai, cluster 10, voilà.
on va d'abord aller vérifier ce que c'est qu'un node. On va aller voir d'abord les propriétés d'un node. Donc c'est super important avant de parler déjà avantages et inconvénients. C'est bien que vous puissiez pouvoir reconnaître vos nodes dans votre cluster, pouvoir les reconnaître des informations pertinentes. Je pense que j'ai jamais fait ça en détail, donc ça c'est super pertinent de pouvoir déjà reconnaître quels sont les éléments sur un node. Donc là, pour voir les informations sur un node, on peut faire d'abord kubectl getNode. Donc cette commande va vous lister en fait tous les nodes que vous avez sur votre cluster. Et ensuite, pour avoir le détail de chacun de vos nodes, donc vous prenez maintenant un node, vous allez faire un dstrive. Vous pouvez faire DSC, je crois que ça marche aussi ça. Dstrive node, vous mettez le nom de votre... Voilà, le DSC ne marche plus. Ce sont mes alias toujours. Donc je vais mettre dstrive node comme ça. Et là, on me donne les informations du node. Et là, il y a plusieurs informations pour moi. Donc je vais essayer de vous lister par ordre de priorité les informations qui sont très importantes dans un node. Donc pour moi, la première information qui est super information dans un node, d'ailleurs c'est mis dans le hop, c'est les labels. Donc c'est de pouvoir identifier quels sont les tags qui sont liés sur vos nodes. Parce que en fonction de ça, ça va vous permettre par exemple de regrouper vos nodes, de scheduler vos pods sur des nodes spécifiques, définir tout ce qui est priorité, etc., etc. Donc là, ça donne des informations pertinentes. Donc il y a des labels qui sont souvent rajoutés automatiquement. Il y en aura toujours sur vos clusters Kubernetes. Vous aurez toujours des labels automatiques. Donc là, on voit que par exemple ce cluster-là, ceux qui ont l'habitude, c'est un cluster qui est sur EKS. Et là, du coup, il y a des métadonnées, des labels, pas des métadonnées parce que c'est autre chose, des labels qui sont des tags qui sont rajoutés automatiquement par Kubernetes, par EKS qui me donne des informations sur le node. Donc là, je vois que c'est un node qui est sur Amazon. Donc ça utilise cet AMI là. C'est dans un autre groupe, c'est de type on-demand. J'ai la version de l'OS, c'est du Linux, j'ai du T3 Medium. Et ça me donne la région. Et là, j'ai son IP. Et je vois que, donc ça c'est, bon l'IP c'est déjà dans les annotations. Donc ça c'est super important, donc c'est la première information que vous devez avoir quand vous voulez identifier quel type de node vous avez sur votre cluster. Je redis, je fais ça, c'est super important de pouvoir comprendre réellement comment est votre node, qu'est-ce qu'il y a sur votre node, pour pouvoir ensuite bien pouvoir faire le distinguo entre c'est une grosse VM ou c'est pas une grosse VM. Donc là on voit que c'est T3 Medium. Je pense que pour T3 Medium c'est relativement plutôt bas quoi, ça c'est plutôt une petite machine. Après, tout est relatif. Pour l'usage que j'en fais, pour les logiciels qui tournent dessous, c'est plutôt des petites machines en fait là-dessus. Donc là, et si vous voulez que voir des labels, donc vous pouvez faire un kubectl get node -show labels. Et là, ça va vous lister, en fait, ça on avait déjà vu, ça va vous lister tous les nodes avec leur label. Donc vous voyez que c'est pas très digeste en fait, parce que là, ça me sort tous les nodes avec label. Vous pouvez après le filtrer sur un node spécifique, disons que je prends celui-ci, et je veux faire comme ça. Donc vous pouvez filtrer maintenant sur un autre spécifique parce que ça c'est pas très digeste. Et là vous avez tous les labels qui sont sur votre node. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous présenter. Voilà, qui est super importante sur les nodes. La deuxième chose qui est importante lorsqu'on parle de nodes, c'est de pouvoir voir les annotations. Donc pour avoir les annotations, c'est toujours avec un dstrive. Et vous venez là sur votre node tout en haut. C'est juste après les labels souvent qu'il y a le dstrive, les annotations. Donc là il y a les annotations. Pareil, il y a des annotations qui sont rajoutées automatiquement. Vous pouvez aussi rajouter d'autres annotations. Et ça, c'est géré en interne. Par exemple, là, comme là, il y a des volumes, donc il y a des annotations pour dire qu'il y a de l'EBS dessus, il y a de l'EFS qui est un EFS dessus. Donc il y a différentes annotations qui sont positionnées sur le node pour avoir d'autres. Donc c'est vraiment, ça permet de stocker vraiment les informations importantes. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est des informations qui vous donnent des informations sur votre node. Maintenant, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Donc maintenant, ce qui est super aussi important dans les nodes, c'est de pouvoir déterminer leur capacité. Donc c'est la capacité de votre node, toujours avec le dstrive. Donc vous avez l'option capacity. Et là, ça vous donne à peu près les caractéristiques de votre node en fait. Donc sur ce node-là, on peut voir qu'on a 17 pods qui tournent dessus. Et en termes de mémoire, on a quoi? Donc je fais x3 mégas. Donc on a à peu près du 4 Go. Donc c'est une machine, d'ailleurs c'était 3 médium, c'est normal. Donc on a à peu près du 4 Go de mémoire de disponible. Et là, il y a certaines informations que dans ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, je pourrais regarder ça en détail. Et là, vous avez un disque éphéméral qui est monté dessus, qui fait aussi du 20 Go. Donc, il y a 20 Go de disque avec 4 Go de mémoire et 2 CPU. Donc, c'est un node avec 2 cœurs. Bon, ce qui correspond réellement au T3. Donc, ça, c'est vraiment la capacité qu'il a. Maintenant, en termes d'allocation, donc l'allocation, c'est vraiment, ça définit vraiment l'usage, combien on a utilisé nos nodes, en fait, ce qui est réellement utilisé. Et là, on voit que notre node, il est presque à son max, là, en termes de mémoire.
s'utilise pas mal en termes de CPU. Donc je pense que ce node-là, il est à son max. Donc il y a pas mal de pods qui tournent sur ce node-là. Bon, on en a 17, hein, donc voilà. Donc il est presque full de ses capacités, ce node-là. D'ailleurs, c'est peut-être pas bien parce que bon, après Kubernetes gère ça, hein, s'il y a plus de ressources, il va le dispatcher ailleurs, quoi. Voilà. Donc ça, c'est super aussi important de pouvoir déterminer la capacité et l'allocation. Donc ça permet de voir combien mon node est utilisé, combien de ressources j'ai sur mon node et ce qui est réellement utilisé. Et, et ensuite, il y a un truc qui est très important, je vais vous donner ça avant, ce qu'on appelle des node conditions. Alors, les node conditions, en fait, ça va vous donner le statut de différents composants. Donc, ça peut vous donner, en fait, si le node il est ready, ça peut vous donner s'il y a de la pression sur la mémoire, dans le memory pressure, ce qu'on dit. Ça peut vous donner les informations sur le disque, dans le disk pressure. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, ils sont là, les conditions. Donc là, on voit en termes de memory pressure, c'est false. Donc ça veut dire que mon node, il est plutôt stable, en fait. Il n'a pas de pression. Donc en termes de mémoire, on est plutôt bon. Il te dit, par exemple, la région a sufficient memory. Donc là, il me dit disk pressure false. Il me donne pourquoi c'est false. Parce que là, pareil, il n'a pas de disk pression. Donc il n'y a pas trop de... Il y a pas trop d'écritures qui se font sur le disque etc. de lecture. Donc là, il me dit que kubelet est ready. Donc ça, c'est super important aussi, ce qu'on appelle des node conditions, de voir ce qu'il y a. Donc on me dit que je vois que le disque est ready, que le networking est ready, le kernel est ready. Donc ça peut aussi vous aider quand vous débuguez. D'ailleurs, sur le livre que j'ai écrit, j'en parle de ça. Donc quand vous voulez débugger aussi ces problèmes, c'est pas mal d'aller regarder aussi ce qui se passe sur vos nodes et tout. Donc là, le node condition est plutôt pas mal. Donc on voit que notre node, malgré le fait que on a quand même pas mal de nodes et que les ressources sont bien utilisées, Kubernetes nous dit qu'il est ready. Et ça, c'est pas mal. Donc le node, il est plutôt pas mal en fait, en termes de node là. Et quoi d'autre et tout. Il y a le node aussi info qui peut être intéressant. Donc on a d'autres informations qu'on peut avoir sur le node, etc. Bon, le node information, etc. Donc je ne présente pas ça. Et bien sûr, nos statuts. Donc une fois qu'on a dit ça, maintenant on va parler donc des avantages et des inconvénients d'avoir un grand node et un petit node, quoi. Donc je vais essayer de vous lister les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Donc là, on va commencer avec les avantages des gros nodes. Donc on va partir de celui-ci. On a dit qu'on est là. Hop. Je vais le lister en écrivant parce que ça permet de fixer bien la mémoire, de bien se souvenir de ce qu'on dit. Donc je vais prendre une police en noir comme ça. Donc là, je vais mettre ici là les avantages des gros nodes. Je sais pas comment on dit ça. Vous pouvez dire en anglais, on dit huge node. C'est plus facile en anglais. Bon, des grosses machines, quoi. Des gros... Bon, bref, je sais pas. On peut dire ça comme ça. Donc, le premier avantage qui me vient à la tête comme ça, optimisation des coûts. Là, on n'en a qu'une seule. Donc, vous pouvez avoir... ça peut vous permettre de réduire des coûts et de pouvoir bien allouer de la mémoire, quoi. Donc, vos pods, en fait, ils ne vont manquer de rien. Ils ont tout ce que vous avez, en fait. Donc, si je prends un pod là-dedans, que je mets ici, s'il devient trop gros, s'il est peut-être comme ça, là, et tout, il peut lui manquer de ressources, quoi. Alors que dans un gros node, en fait, votre pod, il est bien, votre application tourne bien. Donc, du coup, et l'autre avantage aussi, c'est que... Donc, vu qu'il y a moins de... Il y a qu'un seul nœud, il y a moins de nœuds, donc une grosse machine, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de petits. Ça veut dire qu'il y a moins de trafic réseau qui va se faire entre le control plane et le node, puisqu'il n'y en a qu'un seul, et même entre les nœuds entre eux, pour pouvoir discuter. Donc ça aussi, c'est pas mal, c'est un avantage, en fait. Et du coup, le fait d'avoir un trafic réseau moins, qui est pas énorme, ça peut booster les performances de votre application. Donc c'est une conséquence, en fait. Donc du coup, il y a un boost des performances de votre application et aussi la réduction de la latence. Bon, là, on parle vraiment aux nanosecondes ou à la microseconde, mais c'est quand même des avantages que vous pouvez avoir si vous faites de la haute performance et tout ça. C'est l'un des avantages que vous permet d'avoir des gros nodes, en fait. Le deuxième avantage qui peut aussi qui peut aussi se voir comme un truc qui est lié au fait que ce soit gros, à réduction des coûts, c'est aussi le fait que l'administration est plus simple. Donc, je m'explique. L'administration est plus simple dans la mesure où, je vais mettre plutôt comme ça,
Puisque là, vous avez qu'une seule machine à gérer. Si vous avez 3 machines, ça fait que par exemple, s'il y a un problème, vous devez investiguer sur 3 machines. Vous allez, si vous devez par exemple vous connecter sur une node, s'il y a un problème, vous devez vous connecter sur les 3 alors que vous avez un seul node pour investiguer. Donc c'est aussi un avantage en fait. Donc vu qu'il y a moins de nodes, il y a moins de machines, bon, ça simplifie en fait l'administration et ça vous permet de moins perdre du temps lorsque vous voulez débugger. Lorsque vous voulez débugger, des fois ça peut être assez rébarbatif de faire QCTL distry pod, aller sur un pod, revenir sur un autre, etc., etc., mettre, ouvrir plusieurs terminaux. Donc ça peut vous perdre de temps en termes d'administration. Le fait d'avoir un seul node comme ça et tout, ça simplifie ça. Voilà. Et ça, je l'ai aussi dit, le fait qu'il y ait aussi moins de trafic de réseau, ça va réduire aussi la charge comment dire, réduction de la charge de l'API server. Parce que vous avez vu ici, à l'API server, il discute avec, il discute avec les kubelets. Donc là, au lieu d'avoir un seul chemin, quand vous avez un seul node, vous avez que ça une seule fois. Par contre, si vous avez plusieurs nodes, vous allez avoir plusieurs trucs comme ça. Et forcément que votre API, il est un peu plus sollicité. Forcément, votre control plane, il est un peu plus sollicité. Donc ça vous réduit de la complexité, ça vous réduit de la charge ça rajoute de la charge sur votre API. Et du coup, ça fait que votre cluster gagne en performance en étant sur un seul node. Par contre, si vous êtes sur plusieurs, voilà, vous perdez cet avantage-là. Donc ça réduit, réduction de la charge, réduction du load. Je sais pas comment on dit, je pense que c'est ça. Réduction de load de l'API server. Donc ça, c'est pas mal. L'autre avantage que je peux voir, le dernier avantage que je peux voir, je pense que je l'ai déjà dit, c'est ça améliore l'utilisation des ressources. Bon, c'est un peu contradictoire avec quelque chose, mais ça peut avoir du sens. Donc ça améliore l'utilisation des ressources parce que là, si vous avez votre pote qui est là, voilà, on va dire que ça, c'est en termes de CPU. Là, on parle plutôt de CPU. On peut dire qu'à son état nominal, votre pod, il est comme ça. Voilà. Mais par contre, parfois, il peut y avoir des traitements exceptionnels qui font que le CPU monte et qui devient comme ça. Donc, il bouffe tout, en fait. Là, avec un petit node, en fait, votre application va planter. Ça ne pourra plus marcher. Ce problème-là, vous ne l'aurez pas avec un gros node. Parce que si vous avez une très grosse machine, en fait, bah, lui va venir entrer là. Il n'y aura pas d'impact sur votre application. Donc ça, c'est aussi un avantage des gros nodes, quoi. Voilà. Maintenant, en termes d'inconvénients, donc, tac. Donc, si je viens ici, là, je vais dire aussi, je veux toujours mixer anglais et français. Donc, je devrais plutôt faire mes vidéos en anglais, je pense. Donc, ici, je vais plutôt mettre inconvénients. Donc, je dis gros node, mais vous pouvez appeler machine, c'est pareil, quoi. Donc, je sais plus écrire inconvénient. Bon, il manque l'accent. Donc, inconvénient des gros nodes, comme vous pouvez identifier, ça fait un peu SPOF, quoi. Donc, il y a le fait que ce soit SPOF, c'est-à-dire single point of failure. Bon. Donc, le SPOF, du coup, risque d'incident majeur. Je m'explique. Quand vous avez un gros node comme ça veut dire que vous avez moins de distribution de vos ressources dans votre cluster. Donc, ce qui fait que si votre node il tombe, vous avez un gros impact. Il y a beaucoup de pods qui vont tomber, il y a beaucoup d'applications qui vont tomber. Donc, et ça peut être assez dramatique ou critique pour votre application. Et ça sera un peu dommage d'avoir un cluster Kubernetes qui est down parce qu'il y a un node qui est tombé. Voilà, normalement, Kubernetes est fait pour gérer ça. Donc, le fait d'avoir un seul node, vous perdez un peu cet avantage-là de Kubernetes qui est capable de pouvoir, s'il y a un problème sur une machine, redistribuer le trafic. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est si vous faites une mise à jour, donc le downtime, je sais plus quoi là, downtime, donc le downtime et les mises à jour. C'est-à-dire quoi? Donc si vous faites une mise à jour en fait, parce que quand vous faites une mise à jour de votre cluster Kubernetes, ce qu'il fait, au moment donné, il doit arrêter, il doit supprimer les nodes en fait, pour pouvoir les mettre à jour en fait, et recréer une nouvelle machine. Donc quand vous allez faire ça, ça veut dire que votre node, en fait, comme il a trop de traitement, ben, en fait, ça peut prendre beaucoup trop de temps. Le temps de mettre à jour votre cluster va prendre beaucoup plus de temps. Et pareil, c'est un risque, en fait, que votre application soit dégradée et qu'elle ne marche plus. Donc ça, c'est entre guillemets, les inconvénients qu'ils peuvent avoir. Le dernier inconvénient, c'est que vous pouvez vous retrouver à gaspiller de la ressource, quoi. Donc si votre node, il est trop gros, et que vous avez que des petits pods en fait. Donc je prends un exemple, vous avez imaginé que vous avez plusieurs pods qui consomment, qui ont besoin que de ça en CPU en termes de maximum, en termes de max. Ben, en fait, vous risquez de gâcher de la ressource en fait.
Parce que vos pods ne vont jamais exploiter en fait toutes les capacités qu'il y a sur le cluster en termes de, par exemple, de CPU, etc. sur une grosse machine. Donc ça aussi, c'est mauvaise utilisation des ressources. Je m'excuse aussi de mix anglais et français. Mauvaise utilisation des ressources. Alors, venons donc sur les petits nodes. C'est quoi leurs avantages, c'est quoi leurs inconvénients? Donc ici, si je viens ici là, avantage, petit node, je sais pas. Donc, c'est quoi les avantages et inconvénients? Donc, le premier, on va commencer par l'avantage. Donc, vous avez tous imaginé, c'est ce qu'on appelle, il y a une résilience, je sais plus quoi là, comment on dit, une bonne résilience. Donc, votre cluster n'est pas dépendant d'un certain nombre de nodes, quoi. Donc, si vous avez 3 nodes, si un il tombe, si celui-ci est down pour X raison, si celui-ci est down, en fait, boum, ça n'a presque pas d'impact parce que le trafic va être redistribué sur 2 nodes. Donc, il y a une bonne résilience, en fait. Vos pods de vos applications, si vous avez des monster ou des stateful cells, sont bien répartis sur plusieurs nodes. Donc, ça, c'est un super avantage et tout. Voilà. Le deuxième avantage, c'est une sorte de flexibilité. Donc là, je peux mettre de la flexibilité. Flexibilité dans la mesure où vous pouvez aller faire des tests sur un node spécifique, tester des nouvelles versions. Ça n'aura pas un gros impact sur votre cluster. Parce que vu que c'est qu'un seul node, en fait, il y a tous les autres qui vont prendre le relais. Ça rejoint aussi la résilience, en fait. C'est un peu lié. Voilà. Le troisième avantage, qui est un peu contradictoire à ce que je vous ai dit là sur les gros nodes, c'est que derrière, ça peut vous permettre aussi d'avoir une gestion efficace des ressources. Gestion efficace des ressources. Donc, si vous avez plusieurs pods qui ont besoin que d'un petit sizing, en fait, vous ne payerez que pour les petits. Et c'est un peu contradictoire avec le fait que j'ai dit que c'est un inconvénient sur les gros nodes. Et là, j'ai un avantage. Donc, ça, c'est l'un des avantages qu'il peut avoir avec les petits nodes, quoi. Maintenant, ce qui est un avantage pour l'un est un inconvénient pour l'autre. C'est ce que je voulais dire. Donc, en termes d'inconvénients, ce qu'il y a sur les petits nodes, en fait, là, on dit que c'est un avantage de l'optimisation des coûts, là, ou l'administration simple. Il y a la gestion qui va vous prendre plus de temps. Donc, ça fait plus de boulot. Puisque si vous devez faire 10 mises à jour, vous devez vous connecter sur chacun pour faire les mises à jour, etc. Même si c'est en automatique, ça vous prend un peu plus de temps en termes d'administration. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges réseau. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, ça, c'est un truc qui est non négligeable. Votre cube proxy ou bien les pods entre eux vont beaucoup discuter entre eux. Donc là, on va dire pas mal de trafic réseau qui peut ralentir votre application. Donc, si vos applications discutent beaucoup trop entre elles et que elles sont sur différents nodes, du coup, vous allez beaucoup avoir de trafic réseau qui peut ralentir votre application. Et vous pourrez aussi avoir des pertes de ressources, quoi. C'est-à-dire, le fait que vous ayez beaucoup de nodes, en fait, Kubernetes va répartir toujours les pods dans différents nodes, en fait. Donc, du coup, vous risquez d'avoir des ressources peu utilisées, en fait. Ça, c'est un risque, en fait. Donc, mauvaise utilisation des ressources. Avec le spread. Je sais pas comment... Donc, ça, c'est Kubernetes qui va, en fait, partager vos ressources... quand vous avez un pod qui a peut-être 10 réplicas, je sais pas, ou 3 réplicas, Kubernetes va répartir la charge sur ces différents nodes là. Et du coup, forcément, ça va vous faire perdre. Il y a un risque de perdre des ressources, en fait, une mauvaise utilisation des ressources, quoi. Voilà. Donc, c'était les avantages et inconvénients des petits nodes. Donc, on va conclure maintenant. Je vais vous donner moi ce que j'en pense. Donc, on va conclure. Donc, en gros, comme vous avez pu le voir là, comme je vous ai présenté, en fait, donc, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution. Donc, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre, en fait. Donc, pour ça, il faut pouvoir bien sizer, en fait, votre application. Il faut pouvoir bien connaître déjà quels sont les nodes que vous avez sur votre cluster, quels sont les besoins de vos applications. Donc, savoir que mon application, elle marche bien quand elle a besoin de, je sais pas, de 500 mégas de mémoire et de peut-être 2 minutes CPU, je sais pas, je prends un exemple comme ça. Donc, il faut pouvoir bien comprendre vos applications et pour ça, il faut pouvoir bien monitorer. Parce que ça, vous pouvez pas, lorsque vous lancez votre application sur le cluster, vous n'aurez pas forcément les bonnes métriques. Mais pour ça,
c'est à l'usage que vous allez pouvoir, dans le temps, savoir réellement quelle est la bonne consommation de vos applications. Donc, c'est pour ça que ce sera super important pour vous de traquer les métriques d'utilisation de vos pods et de vos nodes pour ensuite pouvoir bien ajuster. Voilà. Maintenant, de manière globale, en fait, quand utiliser des gros nodes, quand utiliser des petits nodes. Moi, je vous dirais, en fait, si vous avez beaucoup de workload qui demandent beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire et qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de performance, je vous conseillerais d'aller quand même sur des gros nodes. Parce que là, vous allez avoir des machines qui sont bien sizées. Vous allez réduire la latence au réseau, vous allez réduire le spread qui peut se passer là. Donc ça, dans ce cas-là, ça peut être bien d'avoir un gros node. Si vous êtes aussi une petite équipe, voilà, vous êtes une petite équipe et vous voulez être efficace dans le debugging de vos problèmes, pouvoir identifier rapidement le problème, ça peut être bien aussi d'avoir un gros node parce que ça vous donne moins de travail en fait. Voilà, ça peut être deux critères de décision pour vous. Et le troisième critère, maintenant, quand choisir des nodes qui sont petits, voilà. Donc, si vous avez par exemple plein de petits projets, plein de petits microservices qui vivent leur vie, etc., ça peut être pas mal d'avoir des petits nodes en fait dans ce cas-là. Donc, si vous avez des petits nodes jetables, un peu serverless, qui n'ont pas besoin de la haute performance, qui ont la gestion des données, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Si vous avez besoin aussi de la haute disponibilité, ce qu'on appelle le high availability, si vous avez besoin de la haute disponibilité, vous voulez toujours vous assurer que même si un node tombe, votre application n'est pas impactée, ben, ça peut avoir du sens d'aller aussi avoir plusieurs petits nodes en fait, plutôt d'avoir une très grosse. Et voilà, donc du coup être flexible à l'erreur en fait. Voilà. Ça c'est un peu de manière globale en fait. Mais dans la vraie vie, ce qu'on fait souvent dans les grandes entreprises, il y a souvent un mix. Vous allez souvent voir, par exemple là sur le cluster que je vous ai montré, on est tombé sur une T3 Medium, mais sur ce même cluster là, il y a des machines un peu plus grosses en fait. Donc en général, ce qui est fait, c'est un mix et vous pouvez mixer un peu et vous laissez Kubernetes le choix de pouvoir, en fonction des besoins, répartir sur les bonnes pots, ou vous pouvez forcer avec les nodes selectors, les nodes sur lesquels vous voulez appliquer vos pods en fait. Donc la bonne réponse, je vous dirais, c'est plutôt un mix selon les usages quoi. Mais encore, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Comme je le dis, tout va vraiment dépendre de votre application, des compétences que vous avez, des besoins de vos applis, etc. etc. Donc sur ce, on va s'arrêter là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Kubernetes. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mais 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.